Salut, c'est les Jérôme. Bon, tout est prêt, il est temps de commencer la pose des réseaux enterrés. Et on a choisi de commencer par le côté entrée de la maison. Surtout que de ce côté, il y a les accès vers la cave et l'arrivée d'eau. Et puis aussi, on a pensé au futur et à ce qu'on pourrait vouloir faire aller au bout de la grille du portail et les projets qu'on a pour ce coin. Et on aimerait, tant que possible, ne pas devoir rouvrir une nouvelle fois le sol et faire des tranchées. Du coup, on a pensé à préparer un peu le terrain pour cette partie en mettant déjà les gaines et regards. Alors, pas si simple. Oui. On a beaucoup de choses à faire passer finalement, à des profondeurs différentes et à plusieurs endroits, ça se croise, etc., etc. On a fait je ne sais combien de versions de notre plan des réseaux en essayant de faire pour un mieux, mais aussi de nous adapter avec les contraintes, comme par exemple la découverte du puits qui se met dans le chemin, ou encore les fondations peu profondes par endroits qu'il ne faudrait pas déranger entre guillemets. Mais en principe, voici la dernière version. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de choses qui se passent du côté de l'entrée. Alors pour commencer, on va devoir ouvrir une nouvelle tranchée vers l'autre bout du portail. Encore une. Il faut donc agrandir l'existante. Comme on doit connecter les gaines en diagonale, mais aussi suivre le mur, on va en fait ouvrir tout un triangle dans le coin, ce qu'on a tracé au sol. Et il faut qu'on creuse assez profond pour les conduites d'eau qu'il faut poser hors gel, à 80 cm de profondeur. Voilà. En creusant, on doit aussi faire attention à l'actuelle arrivée d'eau qui passe quelque part par là, on ne sait pas vraiment où. Bon, on l'a retrouvé, mais le tube n'était ni gainé ni averti par un filet. On a donc été assez mollo pour ne pas risquer de l'endommager, surtout que c'est avant notre compteur, donc impossible de couper l'eau s'il y a une fuite. Mais on a fini par le trouver. Il remonte le tuyau, il faut passer au-dessus du muret en fait. Il n'est pas hors gel. Oui, donc le tube est assez proche de la surface, mais bon, on peut rien y faire. On a donc continué à dégager. Et hop, surprise, un autre dallo. Encore une conduite qui passe et qui va sous la grille. Et le tube d'eau qui passe juste là, dans le mur. C'est bête. Ils auraient pu passer le tube de l'eau dedans. Il aurait été plus bas, protégé et certainement plus simple à passer qu'à travers le mur. Et concernant ce conduit, il y avait un bâtiment ici auparavant. Cela devait acheminer de l'eau de pluie de ce bâtiment vers le reste. Et il semble effondrer un peu plus loin. Et de l'autre côté, il continue et se dirige vers les conduites d'eau de pluie qu'on a déjà retrouvées. Alors ce sont les conduites les plus anciennes, en pierre et assez profondes, car après il y a eu des conduites en dallo en briques, plus en surface puisque les sols ont été remontés. Et ici à la grille d'ailleurs, on peut bien voir les différentes strates de remblaiement qui ont relevé successivement le niveau du sol. Et finalement, cette conduite d'eau de pluie n'était pas si profonde par rapport au niveau du sol à l'époque. Donc il y a eu les autres dallos en briques datant des transformations, il y en a justement un qui suit le long du portail, et puis tout ça a encore été remplacé par des conduites béton, toujours en fonction quand on est arrivé. Et on va tout remplacer à nouveau. Bref, allez, on continue à creuser. Ouais.
Comme on s'y attendait, la fondation de l'ancien bâtiment qui sert de base au portail continue au-delà de la grille, mais il se rétrécit à un moment où les pierres manquent. Et puis, un peu plus loin, à nouveau un tube de plomb. Le pomme, elle va avoir un petit goût bien sucré. Décidément, il y en a partout. Celui-ci a une réduction juste au point où il va contre le mur de la grille. Et on a regardé la direction qu'il prend, il va vers le puits. Et c'est là qu'on a compris qu'en réalité, tous les tubes en plomb qu'on a trouvés dans le terrain, et semblant desservir différentes parties de la maison ou d'anciens bâtiments, eh bien, ils partent tous du puits. Ils allaient en fait chercher l'eau du puits. On ne les a pas tous trouvés autour du puits, car avec certains travaux qui ont eu lieu non loin, comme la pose de la citerne à fioul, le rebouchage du puits, etc., les tubes aux alentours ont déjà été retirés. Mais tous ceux qu'on a trouvés dans le terrain, ils prennent la direction du puits en tout cas. Et pour celui qui arrive droit contre le mur, on a fini par comprendre. Pile à cet endroit, des ancrages dans la pierre, des écrous, des trous, et juste au-dessus, une attache. On s'est toujours demandé ce qu'il pouvait y avoir eu là. Eh bien, très certainement une pompe à eau. On pouvait tirer de l'eau depuis cet endroit, pratique pour les gardes ou pour les ouvriers de l'usine. Et aussi, juste dessous, avant de tomber sur le tube en plomb, on a retrouvé des grilles. On pourrait même parier que le dallot en briques qui longe le mur et qui n'allait pas plus loin était l'évacuation des eaux de la fontaine. Je digresse, mais on continue. Dans le déblai qu'on retire du sol pour creuser, on tombe sur pas mal de pierres. Elles sont mises à part et puis on les nettoie directement pour ensuite aller les disposer sur nos tas en vue de les réutiliser prochainement. Et à vrai dire, elles nous ont été bien utiles pour remonter le puits. Bref, on arrive au bout de la tranchée et ici le bord du mur de l'ancien bâtiment réapparaît avec aussi quelque chose d'étrange encore. Sinon, dans toute la terre retirée, finalement, pas trop de déchets comme on s'y était attendu. Juste quelques bouteilles, morceaux de métal et poids de la grille, mais c'est tout. Pour y voir un peu plus clair, on va d'abord nettoyer le bas du mur et les pierres de fondation. Il y a donc bien le restant du mur encore présent, mais aussi un autre conduit. Encore un dallot. Certainement encore un écoulement des eaux vers on ne sait où. En tout cas, ça va bien jusque de l'autre côté et ça a été rebouché. Quant au reste du mur, le parement des pierres est vraiment instable et toutes les pierres devant ne tiennent plus du tout. C'est juste mis devant, c'est pas croisé. Et il y a toute la terre qui est derrière. Du coup, derrière il y a quand même les pierres. Ouais. 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 Ben oui. Bon, pour moi, ça ne sert à rien à part à faire venir les racines. Du coup, on a retiré ce qui bougeait. Et le petit pied de biche même. Pour la suite, comme on l'a fait sur la maison, on a fait un petit enduit sur le soubassement. Et ce n'était pas évident de lisser ça avec les aspérités de la fondation qui n'est pas droite du tout. Quant au passage sous la grille, on va le laisser ouvert tant qu'à l'avoir vidé et on continuera l'enduit plus loin. Parce que, on l'a bien débouché et on se dit que ça peut toujours être utile. Et d'ailleurs, au vu de cette information, on a prévu de mettre des gaines en attente vers le passage sous la grille. Pour le futur, notamment un jour avec la fibre, ça pourrait être pratique car passer sous le portail, ça le serait beaucoup moins. Bref,
Après tout ça, on a terminé l'enduit jusqu'au pilier de la grille d'entrée de l'usine, sur lequel on a consolidé la maçonnerie. Et pour terminer, on a tendu un cordeau qui symbolise le niveau du sol qu'on a prévu sous le muret. On est pas mal redescendu. Mais pour nous, c'est plus logique que la partie en briques ne soit pas enterrée et en contact avec le sol. Cela ferait rentrer beaucoup trop d'eau par capillarité dans le mur. Et la pierre dessous est déjà fort bien absorbante. Et puis, question d'esthétique. Le sol est ainsi aligné avec les premières pierres des piliers de la grille et du supposé niveau de sol initialement prévu. Selon nos plans pour les réseaux, on voudrait 2 regards de part et d'autre de la grille afin de pouvoir tirer des gaines depuis ces points de passage. On veut donc des regards assez conséquents. Et en regardant chez notre fournisseur de ce type de matériaux, on a été assez surpris du prix et surtout du poids d'un tel regard béton auquel il faut ajouter quelques rehausses. Alors sans compter la problématique des connexions pour de multiples trous pour des gaines, même s'il existe des opercules plastiques prévus pour ça. Mais à vrai dire, on a tellement de briques de récup et plein de cassés. Donc on s'est dit qu'on montrait bien nos regards avec ces briques et du mortier-ciment. On en a donc rassemblé et nettoyé un bon paquet. Mais pour commencer, la base. On veut quelque chose de stable et peu perméable tout de même. Donc un peu de béton-ciment pour faire une mini-dalle. On s'est basé sur le niveau de sol prévu pour déterminer la hauteur du fond de regard, qui sera tout de même à presque 90 cm de profondeur, car les réseaux d'adduction d'eau sont enterrés à 80 cm de profondeur. C'est réglé selon le niveau, et on a tiré pour faire une dalle assez plane. C'est pas non plus ultra précis, c'est un fond de regard après tout. On a tout de même taloché la surface à la fin du travail, et puis hop, l'autre regard. Bon, évidemment, juste à peine fini, et une grosse pluie s'est pointée. Sur du béton frais, ce n'est vraiment pas idéal. On a donc couvert d'un film plastique. Mais une fois que le béton a tiré, c'est même pas plus mal qu'il y ait de l'humidité pour la cure du béton. Autour des briques maintenant. On en a préparé un bon paquet, mais ça ne suffira pas parce qu'il en faudra vraiment beaucoup plus. Ce sera fait au fur et à mesure du montage du regard. Pour faciliter la pose des briques, on a réalisé un cube qui sert de coffrage en quelque sorte. Ainsi, pas besoin de mesurer ou de tendre un cordeau pour les lignes, on restera presque contre tout du long. On a aussi coupé des petits morceaux de gaine TPC, obturés avec de la bande autocollante, pour faire les opercules. Alors, c'est parti. Le plus compliqué entre guillemets finalement, c'est de trouver la bonne combinaison de briques, comme ce sont tous des morceaux, pour arriver à faire le tour pour une rangée. Et donc, en vue de garder des réserves pour le passage des gaines dans le futur, on utilise ces morceaux de gaines qu'on enrobera de béton. Il suffira de casser la couche de béton plus fine qu'il y a de chaque côté pour ouvrir le trou, un peu comme une opercule sur les regards du commerce. Là c'est pour le futur réserve peut-être, et là c'est pour oui, maintenant je sais que ça va passer. Bon alors pour les accès où on sait déjà qu'on va mettre une gaine, on ne met pas de morceaux de tube et on laisse ouvert. Et je vais maçonner comme ça. Et on touchera après avec le... Pendant la maçonnerie, d'autres briques sont préparées, c'est-à-dire débarrassées de leur mortier, puis nettoyées. Samuel était là pour nous aider à ce moment. Encore merci à lui pour le coup de main.
Ça monte, mais il y en a encore à faire, parce que l'air de rien, le regard est assez haut. Alors on laisse un petit espace entre les briques et le guide. Au début, on a essayé de les mettre contre, mais ça rend le retrait du bloc vraiment difficile, tout en faisant bouger les briques fraîchement maçonnées. Mais voilà. On a étalé une fine couche de mortier, côté extérieur et intérieur sous les briques, pour terminer la maçonnerie. Et on a aussi indiqué d'une croix les endroits où se trouvent les passages et donc où casser l'opercule. Là, c'est solide. On pourra sauter dessus. Un regard de fait, et hop, on passe au second. Les morceaux de gaine sont bien enrobés de mortier. Ah oui, et au fur et à mesure du montage, on a mis des épaisseurs dans le regard, ici des parpaings, pour faire remonter le bloc et maçonner les rangées suivantes. Une fois que l'enduit intérieur est fait, on fait les repères pour localiser les opercules ultérieurement. Et les regards sont montés. Alors pour une bonne cure du ciment, on les a arrosés encore pendant quelques jours. En réalisant la maçonnerie, on surveillait qu'il y avait encore la place pour une couche de briques supplémentaire en prenant en compte qu'il y aurait encore le tampon en finition. Car au final, pour terminer les regards, on y mettra des tampons en fonte. Et c'est l'épaisseur de scellement qui a servi de variable d'ajustement pour la hauteur. Bon, mais maintenant que ça c'est fait, on va préparer le lit de pose des gaines. Sauf que la terre de déblai est beaucoup trop caillouteuse pour être en contact direct avec les gaines TPC, ça pourrait les percer. Donc, pour la protection des réseaux enterrés, on s'est fait livrer du sable prévu à cet effet. C'est du secondaire calcaire 06, qui est moins coûteux que du sable maçonné, sans compter qu'il se compacte très bien. On a tendu un cordeau pour visualiser le haut du lit de pose. Pour les gaines prévues pour l'eau, ce sont les plus profondément enterrées. Et il est vraiment pile au bon niveau, on est parti des trous laissés en attente dans les regards. Sauf qu'on a creusé la tranchée un petit peu profond. Et on ne va pas y mettre que du sable, ça serait gaspillé. Alors, on a un peu remplayé avec la terre. Voilà, comme ça c'est mieux. Et on peut encore passer le pied dessous. Bon, il faut en principe un enrobage de 10 cm de sable autour des gaines. Ce sera un peu moins. On trouve que c'est un petit peu exagéré, surtout la couche du dessous qu'on aura bien compactée et qui est ici sur un sol très dur. Bon, on ne veut pas gaspiller le sable en remplissant toute la profondeur, mais on a le même problème pour la largeur. La tranchée est très large. Et au vu des gaines, ce serait un petit peu dommage de remplir avec du sable sur toute la largeur, alors que la gaine ne sera posée qu'à un emplacement précis. Et bien pour ça, on a pensé à une solution avec 2 planches. Elles serviront de coffrage pour mettre le sable juste aux endroits nécessaires. On positionne ça sur le cordeau, et il n'y a plus qu'à remplir jusqu'à hauteur du fil. Et puis ensuite, reculer les planches. Il n'y a plus qu'à. Pour ne pas que le sable ne s'effondre en retirant les planches, on remplit déjà les côtés avec la terre de remblai. Et dans la mesure du possible, on retire les pierres et morceaux les plus gros ou saillants. Et après avoir reculé, une fine couche de sable pour égaliser le tout. Oui bon, on chipote un petit peu, certainement, mais voilà une façon d'être économe avec le sable. C'est pas que c'est spécialement cher, mais c'est tout de même une ressource extraite, traitée et puis acheminée par camion. Autant limiter son usage, comme pour tout en fait.
Et puis ça remplace de la terre de remblai qu'on devra utiliser ailleurs. Bref, à l'endroit du passage sous la grille, on a colmaté le bas du trou avec un empilement de pierres pour que la terre ou le sable ne s'y engouffre pas, mais on garde un accès sur le dessus pour poser la gaine. Et voilà, tout le lit de pose est prêt et est déjà bien tassé. Mais ceci dit, on va bien le compacter pour une bonne base. Il était très sec et ce sable a tendance à mieux se compacter s'il est légèrement humide. Ce qu'on a donc fait en l'arrosant un petit peu pour un compactage final. Et voilà. Bon, après ça, on va pouvoir commencer la pose des réseaux enterrés avec les gaines. Et tout ça dans les prochains vlogs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.